Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Voici le sommaire de cette édition. Madiambal Diagne placé sous contrôle judiciaire en France. Le parquet général de Versailles lui a notifié le mandat d'arrêt émis à son encontre par le Sénégal. L'audience fixée au 28 octobre prochain. Ses avocats se disent confiants, tout comme leurs clients, et parlent d'accusations infondées contenues dans la demande d'extradition. Mort suspecte du footballeur sénégalais Cheikh Touré au Ghana. Le chef de la police ghanéenne envoie une équipe spéciale d'enquêteurs en renfort à Koumassi. Leur spécialité, les enquêtes criminelles, l'autopsie et le renseignement. Et puis les travailleurs de Forteza à bout de souffle après 14 mois sans salaire. Après une assemblée générale, ils ont décrété une grève illimitée. La justice française va statuer sur la demande d'extradition de Madiambal Diagne introduite par le Sénégal. Ce sera la semaine prochaine. Madiambal Diagne, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été interpellé ce mardi pour se voir notifier le dit mandat par le parquet général de Versailles avant sa libération assortie d'un contrôle judiciaire. Ses avocats qui ont confirmé l'information se disent confiants. Mamadou Fall. Madiambal Diagne, arrêté en France puis libéré, le patron de presse fait l'objet d'un mandat d'arrêt international après avoir quitté le Sénégal depuis presque un mois via la Gambie, malgré une interdiction de sortie du territoire. Il a été interpellé ce mardi 21 octobre dans la matinée dans le département des Yvelines sud-ouest de Paris, avant d'être déféré devant le parquet général de Versailles. Madiambal libéré, mais placé sous contrôle judiciaire, en attendant que la demande d'extradition adressée par la justice sénégalaise soit examinée au fond par la Cour d'appel de Versailles. Une audience d'ailleurs fixée au 28 octobre 2025. Selon un communiqué signé par ses 11 avocats, le juge a tenu compte du fait que Madiambal est une personnalité publique, journaliste connu, propriétaire d'un titre de presse. Pour rappel, Madiambal est poursuivi par la justice sénégalaise pour une affaire de rétrocommission présumée estimée à plus de 21 milliards. La procédure qui le vise part d'un rapport de la CENTIF qui fait état de transactions suspectes entre les comptes d'une société civile immobilière, SCI, fondée par Madiambal Diagne et Ellipse Project. Dans l'affaire de la mort suspecte du footballeur sénégalais Cheikh Touré au Ghana, on apprend que le directeur général de la police ghanéenne a fait déployer une équipe spéciale pluridisciplinaire aux côtés des enquêteurs de la police de Koumassi, à 250 km de la capitale Accra. La task force est composée d'enquêteurs spécialisés dans les affaires criminelles, de légistes et d'agents de renseignement. Ils vont apporter leur soutien au commandement de la police de la région d'Ashanti. Hier, la police ghanéenne a levé le voile sur certains éléments de l'enquête en cours, notamment sur le nom de l'individu qui a déposé le corps de Cheikh Touré à l'hôpital puis à la morgue en se présentant comme son frère. Au Sénégal, le procureur de la République a décidé de sévir contre les dérives sur les réseaux sociaux. Une série d'arrestations vise actuellement plusieurs influenceurs accusés d'insultes et de propos injurieux. Une démarche saluée par une partie de la classe politique qui y voit un signal fort pour restaurer le respect dans l'espace numérique. Mais certains appellent à la prudence, estimant que la loi doit s'appliquer sans exception. Reportage Habib Faye. Le procureur de la République a lancé une série d'arrestations visant plusieurs influenceurs accusés d'insultes et de propos offensants sur les réseaux sociaux. Une opération qui marque un tournant dans la lutte contre les dérives numériques. Nous avons en face de nous des politiciens irresponsables qui se livrent à des échanges d'insanité. Chacun semble avoir son propre insulteur qu'il brandit et défend, contribuant ainsi à banaliser ces dérives. Nous avons des valeurs qui nous ont été transmises. Lorsqu'on insulte quelqu'un, on insulte en réalité toute une communauté. Ces comportements, jugés contraires aux valeurs sénégalaises, suscitent l'indignation d'une large partie de la population.
Pour les autorités judiciaires, il s'agit de restaurer le respect et la responsabilité dans l'espace public virtuel. Toutes les religions interdisent les injures. Chacun doit donc revoir son comportement et apprendre à s'exprimer avec respect. Nous devons soutenir le procureur dans cette mission. Il ne s'agit pas d'envoyer quelqu'un en prison. Plusieurs élus saluent d'ailleurs cette initiative du parquet et appellent à des sanctions exemplaires pour dissuader d'autres dérapages. Non seulement le procureur doit sanctionner sévèrement, mais ces dérives doivent être totalement interdites. La liberté d'expression des utilisateurs du numérique doit être encadrée et régulée. Mais d'autres voix appellent à la vigilance. Elles demandent que ces arrestations se fassent sans distinction ni ciblage. Le procureur doit sanctionner tous ceux qui se rendent coupables de ces dérives, sans aucune distinction, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Face à ces injures répétées, l'État doit prendre ses responsabilités et agir avec fermeté. Dans un contexte où les plateformes numériques prennent de plus en plus de place dans le débat public, le Sénégal cherche ainsi à poser les bases d'un usage plus responsable et respectueux des valeurs républicaines. Ce qui nous amène à parler de la visite effectuée par la ministre de la Justice, Yacine Fall, hier au camp pénal de Liberté 6. Les conditions de détention des femmes, l'allègement des peines, la question des longues détentions, mais également la préparation et la réinsertion sociale, les priorités du garde des Sceaux. Compte rendu d'Issa Prera. C'est une visite fort bien opportune. Elle a permis à Yacine Fall de faire une pierre deux coups, s'enquérir des conditions de détention des pensionnaires femmes, mais aussi constater les conditions de travail des agents pénitentiaires. Et après échange et discussion, des priorités se sont dégagées pour l'allègement des conditions de détention, mais aussi de réinsertion. La lutte contre la surpopulation carcérale et l'amélioration des conditions de détention, notamment la mise en place d'infrastructures et d'équipements permettant d'assurer l'hygiène et la santé pour respecter la dignité humaine des détenus, est une priorité pour le Sénégal. Pour la prise en compte de leur vulnérabilité, les femmes détenues, qui représentent seulement 3% de la population carcérale, doivent être protégées contre les abus, discriminations et violences. Des peines alternatives à l'incarcération doivent être envisagées afin de garantir aux femmes détenues un accès effectif aux soins de santé, y compris à la santé reproductive, avec une attention particulière accordée aux femmes enceintes et mères accompagnées d'enfants. Les conditions de vie et de travail des agents de l'administration pénitentiaire comptent également parmi les priorités du garde des Sceaux. Nous devons aussi souligner comme priorité l'amélioration des conditions de travail et de performance du personnel en renforçant les capacités des ressources humaines et en modernisant l'administration pénitentiaire. Elle implique la revalorisation de leur statut, une formation adaptée à leur mission et la dotation en équipement adéquat pour leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions leur travail. Le ministère de la Justice, dans sa lettre de politique sectorielle, a conféré à l'administration pénitentiaire un statut prioritaire pour un programme budgétaire autonome. En un mot, le but est de décongestionner les prisons du Sénégal par la mise en place de peines alternatives, un processus d'allègement des peines, l'accélération des jugements, plus important, la réinsertion sociale des ex-détenus. Le procès opposant le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal à 4 faux pharmaciens établis à Touba a été mis en délibéré au 2 décembre prochain. Le procureur a requis 2 ans de prison ferme et 5 millions de francs au titre d'amende contre chacun des prévenus, dont Tessissé et Ambaï, qui comparaissaient libres. Ils sont poursuivis pour exercice illégal de la profession de pharmacien. Selon le syndicat, les mises en cause auraient ouvert des dépôts en face des hôpitaux Cheikh Ahmadoul Khadim et Ndamatou, usurpant les symboles officiels de pharmacie et mettant en danger la santé des patients. Le cancer est bien présent à Yeumbeul selon les autorités sanitaires. Pratiquement après les consultations, des cas sont détectés et pris en charge. Un état de fait qui pousse les anciennes du lycée Kennedy à venir en aide à ces femmes avec le dépistage de plus de 500 femmes durant 3 jours. Avec une innovation de taille,
l'art plastique mis à contribution pour une meilleure sensibilisation. Reportage Pape Faraning et Amadouba. Le cancer progresse dans la banlieue où de nombreux décès chez les femmes sont malheureusement liés à cette maladie. Face à cette situation alarmante, les anciennes élèves du lycée Kennedy ont trouvé une motivation suffisante pour apporter leur contribution et lutter contre sa propagation. On a commencé par une randonnée aujourd'hui avec la disponibilité de l'unité mobile de radiologie du cabinet Mbayendoy et on fera aussi des examens pour voir l'état d'école et quand on trouvera des cols précancéreux, les traitements vont se faire sur place. Dire que dans le cadre de la campagne Octobre Rose, l'aspect le plus important c'est la sensibilisation. Parce qu'au-delà du dépistage, sensibiliser les personnes à aller se faire dépister et à aller se faire vacciner, vraiment c'est le cœur même de la campagne Octobre Rose. Ça entre dans une valorisation des actions de jeunes. On s'est dit que pourquoi pas ne pas faire cette activité-là afin de participer à la sensibilisation des jeunes et surtout dans la campagne pour la lutte contre le cancer. Dans ce quartier populaire de Yeumbeul, des cas ont déjà été détectés. Après le dépistage, la prise en charge des patientes est immédiate et automatique. Bien sûr, la maladie elle est bel et bien présente parce que souvent au niveau des urgences, en consultation ou bien à la maternité, on fait souvent ces activités qui sont des activités de routine. Bien vrai qu'au mois d'octobre, on intensifie un peu. Mais tous les jours, on fait les dépistages, que ce soit le cancer du corps, que ce soit le cancer du sein, avec la mammographie qui est déjà disponible. Donc on rencontre souvent des cas de cancer, donc qu'on prend en charge dans la mesure du possible. Sinon, les patients sont référés vers des unités spécialisées. Pour une meilleure sensibilisation, les organisateurs ont misé sur l'art plastique comme vecteur de message. Des œuvres sont utilisées afin de véhiculer des messages clairs et percutants. On a créé une surprise parce que en notre sein, on a une ancienne cassédienne qui est artiste peintre. L'innovation cette année, c'est qu'on va placer 2 tableaux sur lesquels on va faire la performance. Après, elle va expliquer et le médecin-chef va démarrer. C'est des signatures ou des messages qu'il faut passer sur les tableaux. Et après, à la fin des journées, le 31, l'artiste va finir le tableau, on va l'encadrer et on va l'offrir. Il y en a 2. Une au ministère de la Santé et l'autre au ministère de la Femme. Plus de 500 femmes sont attendues durant les 3 jours de dépistage gratuit. L'objectif est de leur permettre de détecter la maladie le plus tôt possible, une étape cruciale pour sauver leur vie. Évoquons à présent le lancement de la campagne de lutte contre le paludisme et le cancer du col de l'utérus. Les ministères de la Santé et de la Solidarité joignent leurs forces pour freiner le fléau. Destruction de gîtes larvaires et ouverture des centres de dépistage au niveau des hôpitaux de la région. C'est pour une semaine d'action lancée depuis la région de Matam. Ali Bandelnian. Consolider les acquis dans le cadre de la lutte contre le paludisme, tel est l'objectif principal de cette caravane nationale lancée depuis la région de Matam. Pourtant, en pleine phase de préélimination, mais l'envahissement des crues du fleuve Sénégal cette année a fini de transformer tout le Dandemayo en zone propice à la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie. En ce début du retrait massif des eaux de crue, le ministère de la Santé, via le programme national de lutte contre le paludisme, sonne la mobilisation générale. Nous avons fait le lancement officiel de la caravane nationale hivernage zéro paludisme. C'est une caravane mixte associée également à la prévention des cancers du sein, mais également du col de l'utérus. C'est une caravane co-organisée avec le Fonds de solidarité national, donc du ministère de la Famille et des Solidarités, mais également le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Cette caravane est une caravane nationale, donc cette semaine, nous sommes à Matam pour effectivement dérouler, continuer donc ce que nous avons commencé déjà à Dakar, c'est-à-dire que nous allons également ici à Matam visiter l'ensemble des postes de santé du département de Matam, avec les 2 districts, c'est-à-dire le district de Matam, mais également le district de Tchilogne.
Au nom de son collègue en charge de la santé, Maïmouna Dieye, ministre de la Solidarité nationale, qui salue l'initiative, s'est dite prête à soutenir toutes les démarches visant à stopper net la mortalité maternelle et infantile. La santé et l'hygiène publique, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et leurs partenaires, ont joint leurs efforts pour allier assistance sociale, prévention sanitaire et mobilisation communautaire autour d'un même objectif, bâtir un Matam résilient et en bonne santé. Après le département de Matam, la caravane que je conduirai personnellement sillonnera les autres départements identifiés par le cadre harmonisé. Destruction des gîtes larvaires, distribution massive de moustiquaires et campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Cette campagne nationale sera clôturée dans la région de Tambacounda, précisément à Salémata. Nous vous amenons à présent à l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a désormais une unité de santé mentale. Cette unité permettra de prévenir certains actes tels que les suicides. On se rappelle encore de la mort tragique par pendaison du jeune étudiant Maktar Diagne, incompris par son entourage à l'UGB. Il avait mis fin à ses jours. Immersion dans cette unité de santé mentale de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport avec Ousseynou Diop et Habib Seck. L'université Gaston Berger de Saint-Louis prend à bras le corps la problématique de la santé mentale. Le but est d'engager une dynamique de réflexion et d'action concertée pour prévenir certains incidents. Avec la mise en place de cette unité, la prise en charge des patients victimes de santé mentale est généralisée dans le campus universitaire. Donc la fonction de service d'éducation, de rééducation et de bien-être a été créée au sein de l'UFR pour répondre à des besoins et à des problématiques de prise en charge de la santé mentale. Depuis la mort par pendaison de l'étudiant Maktar Diagne l'année dernière, les choses se sont accélérées. En une année de service, 502 étudiants ou travailleurs de l'UGB ont été pris en charge. Ici, dans cette salle devenue désormais une seconde famille pour les patients. Par mois, on peut avoir jusqu'à 40 à 50 personnes qui sont prises en charge par le psychologue cognitif au sein de l'unité de santé mentale. Donc c'est une unité qui est fréquentée aussi bien par le personnel, aussi bien par les étudiants, aussi bien également par la communauté. Parce que l'unité de santé mentale fait des activités de prévention. Il dépasse l'université et touche les communautés. Sur la table devant moi, un patient, c'est un étudiant. Le thérapeute est en train de lui faire ce qu'on appelle le massage thérapeutique. Et derrière moi également, vous avez entendu la musique en sourdine. C'est tout simplement pour un peu relaxer le patient. Cela permet de fixer son attention, sa concentration. C'est une musique douce, autant pour moi. Il y a aussi d'autres bases de musique. De la patiente ou du patient, on peut lui allumer du Coran, ou bien des chassidas, ou bien des musiques. Les massages thérapeutiques ou musicothérapies sont les plus utilisés. Le patient devient maîtrisable après une séance de quelques minutes. Ndeye Aïcha Ndiaye nous partage ses astuces pour détendre les patients stressés. Les séances ça dure maximum 30 minutes, 15 minutes de massage et 15 minutes de relaxation. Souvent ça répare le sommeil et ça améliore la concentration. Le massage m'a permis de me soulager, d'oublier et de me concentrer sur les choses les plus importantes de la vie. La santé mentale est devenue aujourd'hui une priorité pour toutes les universités du Sénégal. À l'université Gaston Berger, les responsables ont pris les devants pour soulager à leur manière la communauté universitaire. Parlons maintenant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et du réseau africain d'ingénierie et de technologie qui tiennent leur 3e conférence pour la transformation digitale de l'Afrique. L'événement met en lumière l'importance cruciale de la recherche et de l'éducation comme moteur de l'impact entrepreneurial, selon le professeur Idriss Sarr, coordonnateur d'Afritech de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est au micro d'Al-Hassan Ba et de Modou Diop. En organisant cette conférence, l'idée c'est de voir ensemble où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous avons fait comme pas,
qu'est-ce que nous avons obtenu comme réussite par exemple et où se trouvent aujourd'hui les défis et comment faire face à ces défis-là. C'est ce qui fait que nous avons invité tous les membres du réseau et également Mastercard Foundation pour leur présenter nos activités et surtout également les résultats issus de cela et voir comment nous impactons par rapport donc à ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la transformation digitale au sein de l'Afrique. La particularité d'Afritech, c'est surtout de mesurer l'impact au fur et à mesure que nous avançons. Et cet impact actuellement est palpable parce que nous avons formé près de 3000, 4000 jeunes à travers donc différents programmes. Et aujourd'hui, nous avons fait de sorte que si certains de ces jeunes aient leur entreprise qui ont été déjà créées et également qui leur ont permis aujourd'hui de pouvoir par exemple présenter, que vous allez avoir l'occasion de voir à travers ici. Mais également, nous avons formé des leaders parce que il ne s'agit pas juste de former les jeunes, mais aussi de former les leaders. Par exemple, les enseignants qui les forment, mais également les responsables des universités pour qu'ils prennent en compte les enjeux et également voir comment restructurer l'offre de formation, mais s'assurer également que les jeunes qu'ils ont formés sont des jeunes employables. Donc c'est tout. Il ne s'agit pas donc juste de cibler une partie de l'écosystème, mais l'ensemble en fait de l'écosystème. Dans l'actualité sociale, les travailleurs de Forteza, l'usine d'exploitation du gaz de Gadiaga dans la commune de Noto Djeguidjama, ont décrété une grève illimitée après une assemblée générale lors de laquelle ils ont également interpellé le ministre des Mines et du Pétrole sur leur situation, à savoir 14 mois sans salaire. Reportage Cherante Diop, c'est la tire. Les travailleurs de Forteza sont encore sortis pour se faire entendre au terme d'une assemblée générale tenue à l'intérieur de l'usine d'exploitation du gaz à Ngadiaga. Les délégués du syndicat et les travailleurs ont condamné avec la dernière énergie le retard noté dans le paiement des salaires. Mais à ce jour, on dirait que les gens ne sont pas sensibles à ce qui se passe. Au-delà même du personnel. Regardez, au Sénégal, on est dans une quête de souveraineté énergétique. C'est le seul site onshore que nous avons au Sénégal. Comment on peut imaginer qu'on puisse négliger Gadiaga? Parce que même ceux qui travaillent aujourd'hui tirent le diable par la queue. On ne voit plus la queue pour tirer. C'est un problème. Regardez ces pères de famille qui sont là. Ils sont là avec leur famille. On est à l'ouverture des classes. Les enfants sont à la maison. Personne ne parle. La marmite, n'en parlons pas. On ne peut pas bouillir la marmite. Qu'ils ont travaillé pendant un mois sans salaire. Le bailleur, les locations, bon, vous voyez déjà, comme je le disais tantôt, regardez-les tous, ils ont blanchi. Nos dames sont là derrière, nos enfants, tout le monde. Devant de telles situations, les délégués ont saisi les autorités de tutelle, le président de la République et son premier ministre. On a saisi notre ministère de tutelle, on a saisi nos patrons. Monsieur le président de la République, je vous dis solennellement, je vous tends la main, je vous sensibilise concernant vraiment Forteza. Il est temps que Petrosen, s'il ne peut pas, qu'il dépose le bilan et que l'État, dans son rôle régalien, reprennent les choses et pour pouvoir poursuivre. Une grande tristesse se lisait sur le visage. Ces pères de famille sont restés 1 an, 2 mois sans percevoir de salaire. À Touba, la souffrance continue pour les habitants de certains quartiers comme Kausara, Feto, Mamdiara et Firdausi. En ce 21 octobre, leurs maisons sont encore sous les eaux alors que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait promis que tout serait réglé avant cette date. Fatigués d'attendre, les sinistrés réclament une vraie solution et la somme de 2,5 milliards de francs CFA promise par le Premier ministre. Reportage Pape Mbaye Diaw, Talasamb. Les rares habitants qui ont choisi de rester dans le quartier submergé par les eaux de pluie ont dû fabriquer une embarcation de fortune pour se déplacer faute d'alternative. Les promesses du ministère de l'Assainissement qui devait évacuer les eaux avant le 20 octobre n'ont pas été tenues. Et la colère monte. Les maisons sont pleines d'eau. On les avait pourtant promis que tout serait évacué avant le 20. Aujourd'hui, on est le 21 et la situation ne fait qu'empirer. On avait quitté nos maisons une semaine avant le Magal et jusqu'à présent, on ne peut toujours pas y retourner à cause des eaux. On demande vraiment de l'aide. Ça fait 3 mois que je n'ai pas mis les pieds dans ma maison et c'est pareil pour des centaines de familles ici. On demande au ministre de venir sur place avec ses services pour nous aider à évacuer ces gens. Ce vieil homme contemple impuissant son lieu de travail depuis des mois. Il ne peut plus exercer son activité de commerce. Ici que je travaille, mais tout est sous l'eau maintenant. Je galère pour subvenir à mes besoins. J'ai reçu une aide de la mairie, mais rien de la part de l'État. Les habitants réclament des solutions d'urgence
et surtout la mise en disposition effective des 2,5 milliards de francs CFA promis par le Premier ministre pour les zones sinistrées. Évacuées par les services de l'État, nos maisons sont toujours inondées. On demande aux autorités, s'ils ne peuvent pas tout évacuer, qu'elles viennent au moins pomper l'eau. C'est dangereux pour les habitants, surtout en cette période où on parle de pandémie de la vallée du Rift. On nous avait aussi promis 2,5 milliards, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Il est passé l'argent, monsieur le ministre. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait promis l'évacuation des eaux avant le 20 octobre pour permettre aux sinistrés de regagner leur maison. Mais à la date butoir, des centaines d'habitations restent encore englouties à Kausara, Feto, Feddaoussi et quartier Mamdiara. Dans la région de Ziguinchor, la population du village de Tendouk, qui est le chef-lieu de l'arrondissement du même nom depuis 1960, demande aux nouvelles autorités l'érection de leur village en commune de plein exercice, comme l'ont été d'autres chefs-lieux de la région de Ziguinchor depuis des années. Cette demande, qui est une vieille doléance, a été rappelée lors d'une rencontre annuelle organisée en présence du sous-préfet. Occasion saisie également pour dire les difficultés aux représentants de l'État. Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. La population du village de Tendouk, village qui est le chef-lieu de l'arrondissement du même nom dans le département de Bignona, demande l'érection de Tendouk en commune de plein exercice, comme la plupart des chefs-lieux d'arrondissement de la région de Ziguinchor. Cette demande, qui est une vieille doléance de la population de Tendouk, a été rappelée à l'autorité lors de cette rencontre annuelle. Parce que depuis 1972, depuis la création des CADL, des communautés rurales, Tendouk était arrondissement déjà en 60. Il est resté ainsi jusqu'à aujourd'hui, même avec l'évolution provoquée par l'acte 3 de la décentralisation. Tendouk a toujours été chef d'arrondissement sans pour autant, sur le plan des politiques territoriales définies par l'État, que Tendouk bénéficie de ces politiques-là. Nous pensons et nous souhaitons, nous demandons vraiment aux autorités de penser à ces cas-là, puisque pour nous c'est une régularisation et ce n'est pas une nouvelle création en réalité. Cette rencontre a également été l'occasion saisie par ces populations pour évoquer des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Le forage. Nous travaillons avec les autorités compétentes pour voir dans quelle mesure on peut faire l'extension. Parce que dans le village, il y a effectivement certaines zones qui ne sont peut-être pas bien distribuées en termes d'eau, et que pour ces travaux-là, il faut l'intervention de l'État. C'est le cas aujourd'hui du centre de formation professionnelle, où un dossier est déjà déposé au niveau des autorités compétentes, parce que le site étant déjà identifié. Dans la région de Ziguinchor, Tendouk est l'un des chefs-lieux d'arrondissement qui n'ont pas encore été érigés en commune de plein exercice, avec Tabrous ou encore Loudjawolof. El Haj Abdul Aziz Mbaye Mamfama repose désormais au cimetière de Tiwawan. Sa famille et ses proches se sont réunis aujourd'hui à son domicile de Dakar pour prier pour le repos éternel de son âme. Ils ont également partagé des témoignages sur ses qualités humaines et intellectuelles. Pour plus de détails, suivons le reportage de Pape Djibril Gueye et Diafaraba. Abdul Aziz Mbaye Mamfama vient de quitter ce bas monde. C'est la fin d'une vie entièrement dévouée aux lettres, à la culture et à l'humanité. Gal a pleuré un de ses fils qui a marqué son histoire, qui a marqué sa passation au niveau de la Jamaat Nour Assouni, dirigée par Mamadou Moutar Sissé, au nom du Khalife général de Tidjane. Tivaouane a perdu, la Oumma a perdu, bien évidemment. Abdul Aziz Mamfama a fait un séjour agréable avec la communauté pendant 7 ans, ici au Sénégal et au lycée de l'Islam. C'est quelqu'un de très respectueux. Quand il a eu quelques difficultés récemment, je lui ai dit, tiens bon, tu es un homme bien. Et tout le monde le sait. Et une accusation peut arriver à tout le monde. Même les prophètes ont été accusés. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu es un homme de droiture.
Donc ne crains rien. Maître de l'oralité et grand communicateur traditionnel, ses proches se souviennent. Pour tout le Sénégal. Mais au-delà du Sénégal, c'est une perte pour toute l'Afrique. Parce qu'Aziz Mbaye, on a voyagé ensemble. On a été en Guinée-Conakry pour représenter le Sénégal. Il y avait une délégation de 6 communicateurs traditionnels. Il y avait 12 pays de la sous-région. Aziz Mbaye a fait un travail extraordinaire, un travail excellent concernant ce que c'est la tradition orale au niveau du Sénégal. C'est quelqu'un qu'on se connaît très bien. Quelqu'un qui nous a dirigé pendant des années. Mais un homme digne, un homme très sérieux. Sa famille, quant à elle, se rappelle fièrement d'avoir eu un père exemplaire. Mbaye fut un grand homme. Un homme de valeur. Un homme digne. Qui mérite toutes les félicitations. Il était un grand griot. Mais digne de ce nom. Un griot plein de personnalité. Il fut un père exemplaire. Cela va sans dire. Parce que vu la situation, il nous a montré la voie à laquelle nous sommes sur cette voie-là. La dignité, la responsabilité et la personnalité. Abdoul Aziz Mbaye Mamfama laisse derrière lui un riche héritage culturel et intellectuel. Que la terre sainte de Tivaouane lui soit légère et Jannatul Firdausi soit sa demeure éternelle. Le groupe Futur Média, également endeuillé par le décès du correspondant du quotidien L'Observateur à Louga, le journaliste Abdou Mbodj. Il s'est éteint lundi à Géoul à la suite à une longue maladie, des suites d'une longue maladie, figure bien connue du paysage médiatique local. Il était apprécié pour son sérieux, sa rigueur et sa passion pour le métier. Les témoignages recueillis auprès de ses proches sont unanimes. Abdou Mbodj était un homme humble, discret et d'une grande générosité. Les témoignages recueillis par Thierno Fall. Abdou Mbodj était notre petit frère et ami. Une personne très gentille, toujours disponible, profondément sociable. Certes, il était originaire de Géoul, mais il était apprécié dans toute la région pour son sens élevé des relations humaines. Abdou n'était pas seulement un journaliste et un intellectuel. Il était avant tout un homme exemplaire. C'est après son décès que j'ai pleinement réalisé l'ampleur de son humanité et de sa générosité. D'ailleurs, j'ai reçu de nombreux appels venant de l'étranger, d'Allemagne, des États-Unis, preuve de l'attachement et de l'estime que beaucoup lui portaient. Je peux témoigner de sa bonté car nous échangions beaucoup. Je suis aussi son gendre puisque sa sœur est mon épouse. Elle a toujours fait preuve d'un grand sens du sacrifice. Il partageait tout ce qu'il avait avec son entourage, toujours dans la plus grande discrétion. Il était d'une bonté inégalable. Nous prions pour le repos de son âme. Abdou était comme un jeune frère pour moi, toujours prêt à m'épauler. Chaque année, c'est lui qui achetait le mouton de Tabaski pour moi et s'occupait de tout mon besoin. Je prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis céleste. Hors de nos frontières, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, incarcéré à la prison de la Santé à Paris pour une peine de 5 ans dans l'affaire du financement libyen. C'est lui-même qui est allé se présenter à la prison. Ses avocats ont déjà déposé une demande de remise en liberté pour leur client. Plus de détails dans ce récit signé Cheikh Diop. Nicolas Sarkozy est donc allé en prison. C'est lui-même qui est allé se présenter à la prison de la Santé. Condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen, l'ancien président de la République purge sa peine. Il a quitté à son domicile du 16e arrondissement de Paris pour rejoindre la maison d'arrêt de la Santé. Au sortir de ses appartements parisiens, Nicolas Sarkozy était entouré de ses enfants, sa femme. Ils sont allés à la rencontre de dizaines de Français sympathisants amassés dans la rue. Le rassemblement était à l'initiative de son fils Louis Sarkozy, entre autres personnalités présentes aussi des proches de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État et ses avocats ont déposé une demande de remise en liberté dès l'arrivée de l'homme politique en prison. Les juges ont 2 mois pour statuer sur cette requête.
L'ancien chef d'État, dans un message sur le réseau social X, a déclaré que ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme en prison, c'est un innocent. L'homme politique a également dénoncé un scandale judiciaire et assuré que la vérité triomphera. Dans l'actualité des sports, notez que la Ligue 1 de football du Sénégal pour la saison 2025-2026 débutera ce week-end des 25 et 26 octobre. La course à la succession du Jaraaf sera très disputée d'après les observateurs. Pour eux, compte tenu du jeu des chaises musicales sur les bancs et des recrutements de part et d'autre, il est impossible de détacher un favori pour le titre et même du purgatoire. Reportage Chersad Boudia, Jara. Qui va succéder à l'ASC Jaraaf comme championne de la Ligue 1, saison 2025-2026? Difficile à prédire, la concurrence s'annonce rude. Les recrutements démontrent qu'il y a plein d'ambitions de part et d'autre. Les Jaraaf qui a recruté pas mal de joueurs veut garder peut-être ce titre. Gorée aussi pareil, ISO Génération Foot. Donc c'est parti pour être un championnat très attractif où toutes les équipes ont de très grandes ambitions. C'est le dernier championnat. Recevoir 40 millions au lieu de 20 millions c'est une source de motivation pour les clubs. Et maintenant il faut s'attendre à une très belle saison. Malgré du côté de Teungueth FC voudra quand même faire le même coup ce qu'il a fait au Jaraaf. Il y a quand même d'autres équipes qui sont là. Il y a Pikine, il y a Ouakam, il y a HLM, il y a Casa Sport et tout. Il y a quand même Dakar Sacré-Cœur, il y a Djamba, il y a Génération Foot. Donc c'est toutes ces équipes-là qui vont quand même se battre. La bataille va même être partout au classement cette saison. Les cartes ont été carrément revues l'année passée et ça risque de se reproduire cette année. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des clubs qui ont sorti du lot. Par contre, il y en a d'autres comme Pikine, Guédiawaye, Teungueth FC, le Casa Sport. Ça veut dire que c'est des clubs aujourd'hui qui auront comme ambition de revenir dans leur position initiale, c'est-à-dire au moins rester entre les 5 premiers du championnat. L'AS Cambérène qui vient de jouer la Ligue 1, le Stade Mbour également qui a été en Ligue 2 qui est revenu. Quand même, ce sont deux équipes qui vont pas se laisser faire, qui voudront quand même se donner, se dévoiler. Surtout l'AS Cambérène, moi je pense que c'est une équipe sur qui il faut miser, il faut vraiment miser cette équipe. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui a montré de très bonnes choses en Ligue 1, en Ligue 2. L'efficacité offensive, l'autre grande attente de cette saison 2025-2026. 413 buts la saison passée pour un ratio de 1,72, ce qui me semble être très insuffisant. Pas normal que notre championnat puisse se terminer sur un ratio de 1,72 buts avec le nombre de buts marqués de part et d'autre. On se rend compte qu'il y a un chantier vaste à ce niveau. Donc les entraîneurs doivent y travailler davantage, les joueurs doivent se concentrer pour que les apports offensifs soient beaucoup plus considérables parce que plus le championnat décompte un nombre important de buts, plus il est attractif. La première journée de la Ligue 1 démarre ce samedi avec l'affiche Teungueth FC US Gorée. Elle se poursuit le dimanche avec entre autres rencontres AS Pikine US Ouakam. Voilà qui met fin à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, notre invité du soir.